Bonsoir et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde avec à mes côtés ce soir Patrice Duhamel. Bonsoir et merci d'être mon grand témoin ce soir pour évoquer La photo aux éditions de l'Observatoire. Votre dernier livre, vous retracez l'histoire de ce cliché inouï, véritable bombe politique où l'on voit le maréchal Pétain à Vichy aux côtés de François Mitterrand, jeune fonctionnaire de 26 ans. Ce cliché, tous les présidents l'avaient et personne ne s'en est servi. Alors pourquoi et surtout comment le secret a tenu 52 ans? Rendez-vous tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais d'abord, coup de frein sur l'écologie. Dans le sillage de Donald Trump, les reculs s'accumulent dans le pays. Budget en berne, offensive sur les ZAN, suppression des ZFE, les zones à faible émission. La bataille de la simplification fait rage dans l'hémicycle à l'Assemblée. Nous en débattons dans un instant avec mes invités. Enfin, grand angle ce soir sur ce qui s'est passé hier après-midi dans les jardins du Palais Bourbon. Un rassemblement de collaborateurs, de parlementaires LFI, syndiqués CGT, vous le voyez, dans leur viseur, un média d'extrême droite, Frontières, et 3 de leurs journalistes exfiltrés après une altercation avec des députés. Explication, ça mérite une explication forcément avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire, ça vous regarde. On y va, Patrice Duhamel, top générique. Un vent mauvais soufflerait-il sur l'écologie? Les députés s'emparent du débat sur la simplification économique pour remettre en cause plusieurs règles environnementales, symbole à leurs yeux, on va le voir, d'une écologie punitive injuste. Réforme du ZAN, le dispositif zéro artificialisation nette, offensive sur les ZFE, les zones à faible émission qui, vous le savez, interdisent les voitures polluantes dans les zones urbaines. Alors à quoi fait-on face? Et est-ce que la justice sociale et l'écologie sont devenus complètement irréconciliables dans notre pays? Bonsoir Olga Givernet. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée Ensemble pour la République de l'Ain, ancienne ministre déléguée chargée de l'énergie. Bonsoir Benjamin Lucas. Bonsoir. Bienvenue, député écologiste des Yvelines. Bonsoir Mathias Renaud. Bonsoir. Ravi de vous avoir, député Rassemblement National de la Somme. Enfin, bonsoir Anne-Laure Blin. Bonsoir. Bienvenue également et merci, députée droite républicaine du Maine-et-Loire. Patrice Duhamel. C'est un débat qui nous concerne tous. Votre regard d'observateur nous intéresse. Vous pouvez même interroger nos 4 députés ce soir. Un débat qui s'ouvre, comme chaque soir, par le récap de Valérie Brochard. Bonsoir ma chère Valérie. Bonsoir Myriam. Alors, où on en est concrètement de la lutte pour l'environnement? Eh bien, nulle part, Myriam, ce n'est pas la priorité. Dans le tout dernier baromètre Ipsos de l'action politique, regardez, on apprend que seulement 24% des Français donnent la priorité à l'environnement, à la 6e place, loin, très loin derrière les difficultés en termes de pouvoir d'achat, préoccupation principale des Français. L'urgence climatique cède du terrain face aux inquiétudes économiques et ça, les responsables politiques l'ont bien compris. Aujourd'hui même, dans l'hémicycle, c'est le projet de loi de simplification de la vie économique qui est débattu. Aucun rapport avec l'écologie, me direz-vous, et pourtant si, pour certains élus, le lien est direct. Écologie égale complication et injustice. Prenez par exemple les ZFE, vous en parliez Myriam. Vous savez, ces territoires où la circulation des véhicules les plus polluants peut être interdite pour améliorer la qualité de l'air. Bonne idée, sauf que ça coûte cher. Ça coûte très cher de racheter un véhicule qui répond et qui correspond aux nouvelles normes environnementales, comme nous l'explique le député Yann Boucard qui défendait la suppression des ZFE en commission. La mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Freiner la lutte pour l'environnement vécu comme une contrainte, c'est pas nouveau. Regardez, jugée trop contraignante pour les maires, le 18 mars dernier, les sénateurs ont voté l'assouplissement de la loi sur l'artificialisation des sols, un texte qui supprime l'objectif de réduire de moitié la transformation des surfaces naturelles d'ici 2031.
Et tant pis pour les inondations. Un peu plus tôt encore, c'est la loi d'orientation agricole qui actait de nets reculs sur la protection de l'environnement avec, entre autres, l'article 13 qui dépénalise certaines destructions d'espèces protégées, l'article 15 qui facilite la construction de retenues d'eau, le retour de certains pesticides. Et tant pis pour la santé, ça coûte cher. Ça coûte cher de financer la transition écologique. C'est pourquoi l'État a décidé dans son budget voté en début d'année de réduire ma prime Rénov' de 32% par rapport à 2024 et de réduire aussi le bonus écologique pour s'acheter un véhicule électrique. On fait des économies tout de suite pendant qu'au loin, là-bas, les glaciers fondent, les inondations se multiplient et les forêts se consument sous les flammes de l'année 2024, considérée comme la plus chaude jamais enregistrée. Entre préoccupations jugées lointaines et enjeux imminents, est-il possible de réconcilier la fin du mois et la fin du monde? Merci beaucoup. Merci Valérie Bochart. Alors, premier tour de table sur ce mouvement anti-écologique qu'on voit évidemment de Washington jusqu'à chez nous, l'Europe, la France. Olga Givernet, est-ce qu'on assiste à un backlash écologique dans notre pays? Est-ce que la pression sur les normes environnementales a été déjà aussi forte qu'aujourd'hui? L'a été, c'est un recul, oui, moi je le considère clairement comme un recul. Il suffit d'une crise, une trumpisation du monde et tout d'un coup, on en oublie tous les principes qui nous ont guidés justement à légiférer pour pouvoir aller dans le bon sens, notamment pour améliorer la qualité de l'air. Et je rappelle que c'est des morts tous les ans à cause de la qualité de l'air. Je rappelle également la nécessité de la décarbonation, de l'électrification de nos usages et je l'avais pris en charge lorsque j'étais ministre de l'Énergie. Et donc, oui, là, on a l'impression qu'on oublie tout parce qu'il y a un besoin de défense. Je crois qu'on peut... Si cette simplification, au fond, devient un peu le théâtre d'une sorte de vent anti-écolo, il y a clairement une arme anti-écolo qui s'invite, et ce n'était pas dans le texte initial. Est-ce que ce n'est pas, au fond, qu'il y a quelque chose que vous avez raté? Alors, il y a très certainement au gouvernement des mécontentements, une mise en œuvre parfois qui est trop compliquée. Et ça, c'est effectivement et au gouvernement et à l'État de s'assurer que chacun puisse s'y retrouver. Il faut une adhésion de la population, des instances, des collectivités pour comprendre quel est l'objectif. Le ZAN, au tout début, donc le zéro artificialisation nette, c'était un outil... débétoniser un peu voilà, exactement. C'est un outil qui permet aux élus justement de dire stop à des promoteurs pour parfois trop agressifs et qui veulent s'installer. Et là, tout d'un coup, on en a oublié parce que ça devient une contrainte. Il faut pouvoir intégrer l'orientation, mais il faut aussi que ça n'empêche pas d'avancer sur le projet. Et les délais sont vraiment des problèmes à traiter. Cet enjeu fin du monde, fin du mois, il est constant, hein, il n'est pas nouveau, mais là, il revient très très fort. Benjamin Lucas, certains parlent d'un grand recul. Il y a quand même un ras-le-bol social. Et ça, forcément, vous devez y être sensible. Les plus précaires, les pauvres, n'ayons pas peur de ce mot-là, eh bien, ne peuvent pas suivre, n'ont pas les moyens de la transition. Oui, moi je le réalise tous les jours. Je suis à la fois le papa d'un petit garçon de 4 mois et donc la question de l'air qu'il respire, de la capacité qu'il aura à vivre sur une planète respirable me préoccupe du matin quand je me lève au soir quand je me couche et m'obsède parfois même la nuit parce que c'est ça aussi dont on débat ici. Là, on n'est pas dans une loi de simplification, on est dans une loi de liquidation. On va supprimer des dispositifs, des agences, des protections qui visent à ce qu'on aille le plus loin possible et le mieux. Tout n'a pas été bien fait, je suis le premier à critiquer ce gouvernement, mais je vivais dans la certitude que quoi qu'il arrive, on n'avancerait peut-être pas assez vite, mais comment on avancerait toujours, quels que soient les gouvernements successifs. Là, on recule. Parce qu'il y a un consensus scientifique, même les plus climato-sceptiques n'osent plus assumer sur la scène politique leur climato-scepticisme, et donc je vivais dans l'illusion, j'ai été naïf, que finalement, petit pas par petit pas, quand même on avancerait. Moi, je me bats pour qu'on avance vite, mais effectivement, donc je vous disais, nous sommes tous pétris de contradictions. Je suis à la fois ce papa d'un petit garçon de 4 mois qui veut qu'il respire un air sain, qu'il mange une alimentation de qualité et qu'il puisse vivre tout simplement. Et cette levée bouclier, vous la voyez dans le pays se lever. Mais c'est tout bête, mais aujourd'hui, moi je constate quand je vais là où j'ai grandi, que là où j'entendais le bruit des oiseaux il y a quelques années, je ne l'entends plus. Bon, il y a plein de choses qui sont bouleversées. Et je suis aussi l'élu de ville populaire de ce qu'on appelle la banlieue parisienne. Et donc je constate aussi que la façon peut-être dont on a fait les choses
je dis on, moi j'étais pas responsable, les ZFE, nous ne les aurions pas faites comme cela. On va y venir dans le détail. La façon dont on a fait les choses, effectivement, aujourd'hui, peut créer parfois artificiellement une opposition. Donc il y a un problème de méthode pour vous. Et donc il y a sans doute un problème de méthode, il y a un problème d'accompagnement, mais là aussi, on peut pas, je vais être un peu critique du gouvernement quand même, dans mon rôle, on peut pas faire des grands discours écolos la main sur le cœur et réduire le fond vert, et ne pas donner les moyens aujourd'hui à nos transports du quotidien. Je suis l'élu de Mantes-la-Jolie. On a besoin de transports en commun qui fonctionnent, qui sont plus efficaces, plus rapides, plus fréquent pour que les gens ensuite abandonnent la voiture. Je connais personne qui a envie de passer son temps dans les bouchons, de polluer et de pourrir l'air. Après, c'est une question de moyens et quand les caisses sont vides, c'est une autre affaire. Effectivement, c'est une question de moyens et donc c'est pour ça que je le dis, c'est une question aussi de calibrage. Et moi, je crois que la question écologique est une question sociale. Les premières victimes aujourd'hui de la catastrophe écologique sont les plus pauvres. Qui vit dans des passoires thermiques ? Qui vit dans des territoires très urbains, très pollués? Qui mange de l'alimentation de mauvaise qualité parce que le bio est trop cher? Les plus modestes. Qui est victime de la malbouffe? Non, ce sont pas de l'alimentation de mauvaise qualité parce que nos agriculteurs, notre agriculture est la plus vertueuse au monde. Moi, je ne vous interromps pas. Franchement, je ne peux pas vous laisser critiquer comme vous le faites, nos La agriculteurs. malbouffe touche quand même les plus pauvres et les plus précaires de notre pays. Dans l'hémicycle. Si ici, on peut avoir un débat de qualité, ce serait mieux. Je n'ai pas dit que nos Pardon, agriculteurs... je suis députée de zone rurale avec des agriculteurs et vous entendre dire que les Français je suis petit-fils d'agriculteur, donc ne me cherchez pas là-dessus. Scandaleux. Ce que je vous dis, pour répondre d'un mot, je ne vous dis pas ça, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a toutes les observations avec un ton une très alimentation parisien, transformée. Je ne parle pas de ce que produisent nos agriculteurs, je parle de ce que malheureusement mangent beaucoup d'habitantes et d'habitants de nos territoires, parmi les plus pauvres, qui se retournent vers une alimentation de mauvaise qualité. Benjamin Lucas, on fait circuler ce que produisent nos agriculteurs et notamment nos paysans bio, voyez-vous. Anne-Laure Blanc. Mais parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas en vivre, vous le savez très bien, vous voulez amener un modèle économique qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Vous êtes responsable du fait qu'on ait du cancer dans nos assiettes. Alors on voit tout à fait qu'il y a une ligne de fracture très nette, il y a plutôt, on va dire, la gauche, le centre ici, et la droite de ce côté-là. Anne-Laure Blanc, pour bien vous situer, est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique reste votre priorité? Que ce soit dans les transports, dans l'industrie, dans les logements, ça reste une priorité ou aujourd'hui vous dites finalement moins qu'avant? Vous parlez d'un recul de l'écologie, mais vous savez, moi je suis élue d'un territoire rural. L'écologie, c'est notre cadre de vie. La nature, c'est notre cadre de vie. Au moment où je vous parle, j'ai une forêt qui est en train de brûler dans une commune de ma circonscription, à La Breille-les-Pins. C'est notre cadre de vie, on vit dans les bois, on vit dans la forêt, voilà, on vit dans la nature. Et nous aimons profondément notre cadre de vie. Simplement, ce qu'aujourd'hui les Français ne supportent plus, c'est les discours que l'on vient d'entendre, les discours moralisateurs, les dispositifs vexatoires, les dispositifs qui nous empêchent d'aller à la ville, parce que nous, les ruraux, nous polluerions trop l'espace et l'air urbain. Voilà, c'est ça. Alors, juste pour bien comprendre, qu'est-ce qu'il faut continuer de façon... Ce soir, je vous ai dit exactement le contraire. Mais faites un effort d'écoute. Alors, au-delà des discours et des postures, qu'est-ce qu'il faut continuer et ne pas lâcher à droite pour vous en matière de climat? C'est l'écologie. Moi, je suis pour une écologie, je le redis au Premier ministre, une écologie qui soit positive. Une écologie de l'innovation. Une énergie positive, avec notamment le côté raisonné d'amener dans nos territoires de l'énergie qui soit décarbonée. Pardon de le dire. Aujourd'hui, notamment en matière énergétique, on a amené des dispositifs qui sont illusoires. En revanche, on a détricoté toute notre filière nucléaire française. C'est ça la réalité. Et alors, on a la chance d'avoir quand même encore payons les pots cassés. La réalité est celle-ci. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de reproches au président de la République. Les premiers protecteurs de l'environnement, ce sont les ruraux. Et ce sont les premiers à avoir droit aux leçons. Alors, les agriculteurs que vous défendez ont remis aussi en cause le pacte vert européen sur les jachères, sur les éco-phytos. Il y a eu aussi beaucoup de recul d'un point de vue écologique pour les agriculteurs qui le réclamaient. Pour vous situer, stop ou encore l'écologie? Pardon d'être un peu caricatural, mais ça permet de savoir où vous habitez sur ces sujets. Alors, la protection de l'environnement, oui. Mais l'écologie punitive, non. Et on est allé beaucoup trop loin sur cette question. Vous parliez de Trump, il y a quand même une nouvelle donne aux États-Unis. C'est que les États-Unis mènent actuellement une politique de réindustrialisation et de concurrence sur l'énergie extrêmement agressive vis-à-vis de l'Europe. Et il faut que l'Europe sorte de ces espèces de postures idéologiques sur ces questions et retrouve un prix de l'énergie qui soit compétitif. Et ça sort par... et ça va avec un soutien à la filière nucléaire et l'abandon, en tout cas la remise en question d'un certain nombre d'énergies renouvelables, dont les éoliennes terrestres et les éoliennes en mer, qui coûtent extrêmement cher. Alors, on vous situe bien. Vous ne serez pas d'accord sur, évidemment, les énergies propres, le solaire et les éoliennes, mais je vais vous faire entendre Monsieur Lee Zeldin. C'est le monsieur climat de Donald Trump, la tête de l'Agence de protection de l'environnement. Écoutez.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire la plus grande annonce de déréglementation de l'histoire des États-Unis. Nous supprimons le plan pour une énergie propre, profondément imparfait de l'administration Biden. Nous supprimons les règles sur le mercure et les substances toxiques atmosphériques, les particules fines. Nous supprimons les règles pour les voitures, les camions légers, moyens et lourds. Fini les normes et le soi-disant coût social du carbone. Fini les normes, Mathias Renaud. Est-ce que ça vous fait rêver, ce discours-là, honnêtement, ou est-ce que le forage à fond les ballons, le retour massif des hydrocarbures, vous ne cautionnez pas, clairement? Le débat n'est pas aussi caricatural et aux États-Unis, le débat est souvent caricatural. On a en France 400 000 normes, ce qui est absolument considérable. On a 1200 agences, comités, opérateurs, comités théodules divers. Là, on a une petite Sur l'environnement, vous voulez en supprimer? Absolument. D'ailleurs, ça fait partie des propositions que le Rassemblement national a fait sur cette proposition de loi de simplification. C'est pour l'instant une petite loi de simplification. C'est-à-dire que dès qu'on touche à quelques dizaines d'opérateurs comités l'Office sur les français de la lignes... biodiversité, pour ne pas la nommer, c'est celle-là que vous avez Absolument. dans les Républicains, laquelle vous voulez supprimer? L'Office... Ah non, pas du tout, c'est un combat qu'on mène depuis très longtemps. De surenchère trumpienne assez inquiétante. Vous tirez un trait sur quelle agence? Le langage, ça devient ridicule. Alors, effectivement, il y a une question de réinternalisation de l'Office français de la biodiversité, qui est un office extrêmement agressif vis-à-vis du monde rural et dont un certain nombre de missions pourraient être transférées, notamment à la gendarmerie. Cette proposition avec la droite. Alors, qu'est-ce que vous répondez sur les agences? Parce que c'est vrai qu'on entend, il y a vraiment là aussi une petite musique sur ces agences qui ne servent à rien, qui coûtent très cher. Pourquoi faut-il la préserver, cet office de la biodiversité, selon vous? Il y a effectivement un besoin de rationalisation de nos agences. À chaque fois qu'on on a un problème, on a eu tendance à créer une agence, un comité, un conseil supérieur, et il faut très certainement se restreindre là-dessus. En revanche, l'Office, évidemment, elle est nécessaire, il me semble nécessaire. D'ailleurs, j'ai postulé pour pouvoir l'intégrer, aller voir comment ça se passe dedans. Mais il a un besoin de pouvoir aller voir sur le terrain et de voir comment la mise en place et le respect, justement, de nos normes environnementales, qui sont là, encore une fois, pour nous protéger nos enfants, pour protéger toutes celles et ceux qui ont envie, effectivement, d'avoir une nature et une agriculture qui respectent les règles. Et vous savez, moi, j'ai travaillé dans l'industrie. Les règles, on les absorbe, on les prend, on se dit d'accord, c'est la ligne qu'il faut prendre. En revanche, effectivement, lorsqu'on fait des procédures à rallonge, des délais, des débats... Donc vous n'êtes pas insensible sur l'OFB, donc effectivement, il français de la biodiversité, pouvoir soutenir, corriger. Il faut pouvoir rationaliser, corriger comme vous le dites, mais il faut aussi se rappeler pourquoi est-ce que nous le faisons. On ne peut pas produire comme des gros dégoûtants comme on l'avait fait il y a plusieurs dizaines d'années. On ne peut pas revenir à ce que font les États-Unis aujourd'hui. Et effectivement, ils vont produire de l'énergie à base de fossiles, et c'est pas ce que nous voulons. Ils vont émettre beaucoup de carbone. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter nos efforts et montrer. Est-ce que vous êtes capable de dire quelle est la proportion d'émissions de France, en France? Quelle est la part française dans des émissions mondiales? Oui. Alors, elle est basse, mais elle remonte. Elle est très basse. D'après les données. Attendez, moi, non, elle n'est même pas de 1, elle est de 0,9. Pardon, je ne suis pas en train de calculer. Les émissions mondiales. Donc, on peut refaire la planète à neuf depuis le territoire français, mais vous voyez, c'est des leçons. Mais c'est ça. Absolument. On n'a qu'à jeter nos déchets. Et arrêtons de porter préjudice aux entrepreneurs de France. Non, je crois que c'est pas, en tout cas, c'est pas l'action politique que moi je mène. Il y a évidemment un besoin d'exemplarité. Quand je le fais chez moi, à titre personnel, avec ma famille, que je trie mes déchets, c'est pas parce que je suis en train de compter quel pourcentage je fais de tri de déchets. Non, c'est parce qu'on a une orientation collective. Il y a un besoin de montrer l'exemple et de pouvoir embarquer. Je vous donne la parole dans un instant, mais à ce stade du débat, Patrice Duhamel, on retrouve le clivage gauche-droite, là, pour le coup. Oui, il est très vif. Et je pense que le combat contre le réchauffement de la planète mériterait d'être moins politisé et c'est pas une question. d'avoir et de surfer sur moins de slogans. Personne n'a envie d'une écologie punitive. Je pense d'ailleurs que les écologistes eux-mêmes n'ont pas envie d'une écologie punitive. Et ça ne devrait pas, en tout cas. Ce qui vraiment me pose un problème, c'est cette ultra-politisation du débat. C'est aussi le fait, d'ailleurs, que vos mouvements qui devraient normalement consacrer, je ne sais pas, peut-être pas 100%, mais disons 80 ou 90% de leur programme et de leur discours à l'écologie, vont souvent sur le terrain politique.
Bon, c'est un fait, hein, je crois. Europe Écologie Les Verts, on n'est pas une ONG, clair, on est des mouvements politiques, comme vous l'avez dit. Mais Vous êtes un observateur aguerri de la vie politique. Ces sujets-là sont éminemment politiques. Le modèle de société qu'on veut définir et savoir dans quelle société on veut vivre, c'est politique. Laissez-le terminer, Patrice Duhamel, et je vous redonne la parole. Je ne vais pas faire le politique du genre laissez-moi parler parce que c'est pas mon truc. Je vous explique que la politique c'est mal, c'est ça. Non, pour un observateur de la vie politique, je trouve ça curieux. J'ai pas dit ça. Je pense que le combat écologique mérite de se consacrer de votre côté davantage à l'écologie qu'à l'action politique. Mais voilà, c'est une observation. La question écologique, depuis Trump, devient très très politique, notamment sur cette espèce de surdose de normes. Le discours sur les normes a complètement changé partout en Europe. Vous vouliez terminer? Non, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est les slogans et le manque de cohérence. Par exemple, je crois que c'était pendant la campagne de 2022, quand le président Macron à Marseille a dit « Mon second mandat sera écologique ou ne sera pas ». Bon, on ne peut pas dire que les choix du gouvernement, même si aujourd'hui il ne pèse plus comme il pesait avant sur la politique française, on ne peut pas dire que ce soit le second mandat, soit le mandat de la lutte contre le réchauffement climatique. On ne peut pas dire ça. Et puis, je pense qu'il y a un problème de cohérence. Il ne faut pas d'écologie punitive, mais en même temps, il faut que les Français comprennent qu'ils ont des efforts à faire. Et je trouve que le gouvernement ne les accompagne pas, par exemple, suffisamment. Je trouve qu'il y a un problème de cohérence aujourd'hui. Alors peut-être que ça vous fera plaisir, parce que j'imagine que vous le combattez. Quand on voyait tout à l'heure que, par exemple, on dit qu'il faut aider la voiture électrique, etc., et qu'on fait reculer les aides publiques pour la voiture électrique. Les contraintes budgétaires. Mais les contraintes... Attendez, la cohérence, c'est que les contraintes budgétaires peuvent peser sur d'autres secteurs que celui-là, c'est tout. Benjamin Duhamel, c'est vrai que... Pardon. Qu'est-ce que je raconte? Benjamin Lucas. C'est vrai qu'il y avait ce qu'on appelait la planification dans votre gouvernement. C'était le secrétaire général de la planification qui faisait une grande politique. Et c'était très, très nouveau, interministériel, pour voir à long terme en embarquant tout le monde. Il a démissionné, Antoine Pellion. Pour vous, c'est le signe de quoi? Ça dit beaucoup de choses. Il faut une vraie planification. Et moi, j'ai un point d'accord avec M. Duhamel et un point de désaccord. J'ai un point d'accord, c'est qu'il ne faut pas se contenter de slogans. Quand j'entends « on est allé trop loin », ça veut dire aller moins loin. Ça veut dire quoi? On artificialise plus, on pollue plus, on est encore plus dépendant des énergies fossiles. Bon, bref. Sur les ânes, tenez, justement, pour être concret. Tout ça, si on essaie de mettre de la cohérence, vous avez raison, il faut mettre de la cohérence. Tout ça est un sujet, c'est là où j'ai un point de désaccord avec vous, extrêmement politique. Ces questions-là sont des questions qui posent la question de notre modèle de société. Vous posez la question qui, à mon avis, est fondamentale. Moi, je suis venu à l'écologie par un engagement traditionnel à gauche. Je ne suis pas un mouvementiste écolo, je ne suis pas un environnementaliste. J'ai une position, je crois, très pragmatique sur les questions énergétiques et très ouverte, parce que je vois bien la nécessité rapidement d'avoir une énergie décarbonée. Donc je veux bien discuter de plein de choses sans dogmatisme. Ce que je constate, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, la vraie question qui est posée, c'est sur qui repose l'effort. Et quelle est la nature de cet effort? Et moi, je le dis, quand nous proposons d'interdire les jets privés, quand nous proposons d'établir un ISF climatique, c'est-à-dire de taxer, vous proposez, ça fait 3 jours en séance que vous voulez supprimer des choses qui et je confirme, des symboles. La politique, c'est aussi des symboles, de montrer qui fait l'effort. Et donc justement, moi, je le dis comme élu de banlieue parisienne, comme élu de territoire populaire, que effectivement le sujet aujourd'hui pour moi, avec un ISF climatique par exemple, c'est de faire peser l'effort de financement de la transition écologique qui nous permettra d'investir ensuite, parce qu'il n'y a pas d'investissement possible. Sinon, sur ceux qui aujourd'hui accumulent les richesses, s'accaparent les ressources naturelles. Savez-vous qu'il y a une corrélation, et je termine par ça, entre votre niveau de richesse et votre niveau de richesse et votre degré d'émission de gaz à effet de serre. Parce qu'effectivement, plus on est riche, plus on pollue, plus on prend l'avion, etc. Messieurs et mesdames les députés, à ce stade-là, c'était intéressant d'avoir cet échange assez général, parce qu'il se passe quelque chose entre les États-Unis, l'Europe et ici, véritablement, ne serait-ce que sur les discours qui est porté sur l'écologie. On y vient dans le détail. C'est l'actualité de l'hémicycle. ZFE. La bataille fait rage à l'Assemblée. Pour les uns, les zones à faible émission sont synonymes de ségrégation sociale. Pour les autres, c'est au contraire un outil efficace de santé publique. Alors, où en est-on précisément dans l'hémicycle? Le gouvernement a des contre-propositions à faire pour éviter la suppression pure et simple de la mesure. Explication Marion Becker.
C'est l'un des points de crispation de la loi de simplification. Les ZFE, zones à faible émission, dont certains députés veulent la disparition. Une mesure de bon sens, une mesure de simplification, parce que les effets collatéraux sont nombreux et parce que c'est une mesure de ségrégation à l'égard des zones rurales. Vous avez supprimé les ZFE sans même vous préoccuper de l'ambition de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des émissions polluantes et donc de la santé publique. Ces zones de restriction des véhicules polluants ont été supprimées en commission contre l'avis du gouvernement qui souhaite les rétablir. L'une de nos priorités demeure la lutte contre la pollution de l'air et le dérèglement climatique. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement maintenant les ZFE, mais en les adaptant pour les rendre plus acceptables socialement. L'idée pour le gouvernement, c'est de les remettre en place à Paris et Lyon, où elles seront obligatoires, mais de laisser le choix aux maires des autres agglomérations face à l'impopularité du dispositif. Depuis 2019, la loi oblige les 42 agglomérations de plus de 150 000 habitants à restreindre la circulation des véhicules polluants. Elle est appliquée de façon très inégale. Certaines agglomérations en ont depuis été exemptées, d'autres ne l'appliqueront qu'en 2025 voire 2026. Actuellement, seules 12 d'entre elles sont vraiment restrictives. Leur sort devrait être scellé cette semaine par les députés. Olga Givernet, le compromis proposé, c'est quand même quasi la suppression des ZFE, puisqu'il n'y aurait plus d'obligation que pour Paris et Lyon. Est-ce que vous reconnaissez que ce dispositif a mal été accompagné? C'est une usine à gaz, c'est ce qu'on entend dans l'hémicycle, qui est profondément rejetée et partout sur le territoire. Alors, je crois qu'effectivement, on a pu entendre des levées de boucliers. Je ne suis pas concernée sur ma circonscription et donc moins au contact de ce qui se passait, mais je pense qu'il faut effectivement l'entendre. Et quand on veut appliquer notamment des mesures de sobriété, il faut qu'elles soient choisies, et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup ont de la sobriété subie, et en général, c'est bien évidemment les plus précaires, eh bien, il faut pouvoir accompagner et amener les dispositifs. Je regrette effectivement que les moyens qui ont été mis en accompagnement aient pu baisser à cause de la contrainte financière. Même une partie dans votre camp a voté cette suppression, les macronistes. Et nous sommes divisés aussi sur un certain nombre d'instances également. Donc je crois qu'il faut être conscient de ce que cela amène. Ça va reporter, ça va évidemment nous laisser sous le coup d'émissions qui vont continuer à polluer, des gens qui vont pouvoir dire que finalement ce n'est pas grave, on peut continuer comme on le fait. Et puis on laissera la dette à nos enfants. Parce qu'on a pu en parler, moi, sous le gouvernement Barnier, il l'avait évoqué. La dette écologique, elle est bien là et elle s'aggrave. Et c'est pas parce que en fait on recule positive aux ZFE. Ce que vous dites, ce n'est pas vrai. On a quand même des véhicules écologiques qui est prouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a une amélioration, c'est parce qu'il y a un renouvellement du parc automobile qui a des baisses d'émissions. Elles sont constatées, ça, c'est bon pour l'automobile. Et qu'il faut le pouvoir l'inciter. Donc moi, quand j'entends des discours comme ça, qui en fait ont aucune conscience scientifique de la question des émissions, et notamment des véhicules les plus anciens et les plus polluants, ça pose la mesure. Il y a des mesures scientifiques, et je renvoie nos téléspectateurs aux études. Elles ont fait baisser les émissions, notamment à Paris. C'est un fait. La question du parc automobile, nécessairement, la question de la santé publique. Baisser les émissions. Ce que vous dites, non, ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, les ZFE ne sont pas mises en place partout. La proposition du gouvernement est complètement, là aussi, un rétropédalage où il s'en mêle complètement les pinceaux, parce que la réalité, c'est que non, il veut cibler sa priorité sur la capitale et sur Lyon. Donc, ce qui veut dire que nous n'aurions donc plus, nous les ruraux, la possibilité d'aller avec nos véhicules sales à la capitale ou à Lyon. Et puis par ailleurs, là où c'est drôlement lâche, c'est qu'il dit... Donc vous reconnaissez qu'il y a un énorme changement entre le dispositif initial et les deux villes. Aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui a eu un revers en commission spéciale grâce à une initiative que la droite républicaine a portée pour justement supprimer ces zones à faible émission. Il ne souhaitait pas le faire. Donc aujourd'hui, il veut garder la face et essayer de réintroduire un dispositif. Et ce qui a été expliqué dans votre reportage, c'est que proposer aux maires sur un principe
principe de volonté qui serait celle des élus locaux, là aussi, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que depuis quand les élus locaux ont la charge de la mesure de l'air? Absolument pas. Donc, ce qui veut dire que vous laissez à la main des maires la possibilité de mettre des ZFE chez eux, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune mesure possible à leur disposition. Vous ne soutiendrez pas du tout ce compromis, vous voterez contre. Mathias Renaud aussi, c'est non. Évidemment, supprimer les ZFE, cette demi-mesure qui consiste à la laisser pour Paris et Lyon, il y a évidemment un calcul très politique derrière. C'est-à-dire que Paris, il y a une maire socialiste, Lyon, il y a un maire écologiste radical, c'est les deux seuls qui, quelque part, assument leurs ZFE. La question du taux d'émission doit rentrer en compte, quand même. Pardon ? Le niveau des émissions dans ces villes en question. Mais les chiffres datent de 97. La baisse de la pollution date d'avant la mise en place des zones à forte exclusion, comme on les appelle, et qui d'ailleurs ne sont pas en place concrètement. Donc, je dis plutôt une bombe de fragmentation sociale, c'est beaucoup plus avéré. Absolument. Et monsieur Lucas, vous parliez de lutte des classes tout à l'heure. Eh ben, effectivement... C'est même Blin qui a employé ce terme. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Il y a une lutte des classes au nom de l'écologie punitive aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la classe des bobos des centres-villes qui lutte contre la classe périphérique et la France rurale. Voilà, c'est ça Benjamin Lucas vous répond. Cette ZFE. Bon, moi, j'ai pas de leçon de parisianisme à recevoir. J'ai grandi dans la Somme, pas loin de la circonscription de monsieur. Je suis élu de quartier populaire et de zone rurale. Dans les Yvelines, quand même. Et de zone rurale. Oui, il y a des. Il y a des zones rurales dans les Yvelines. Vous demanderez au président Gérard Larcher. N'est-ce pas Et pour la part, moi, la moitié de ma circonscription, c'est des zones rurales. Hein, donc voilà, donc ces leçons-là sont faciles, c'est la caricature facile. Quand je vous entends, finalement, je me souviens de ce film dont je cherche le titre et que je ne retrouve pas, avec Michel Serrault qui rêve de bétonner la Seine pour en faire une 2x4 voies. Bon, on est là dans une espèce de déni de la réalité. Vous voyez, c'est vrai qu'on n'y nage pas encore dans la Seine. Même les chiffres scientifiques sont niés. La réalité, c'est quoi? Moi, je vous ai dit, les ZFE telles qu'elles sont conçues aujourd'hui ne me vont pas. Effectivement, je vois la difficulté pour des familles, pour des gens qui vont travailler. Et donc, je pense qu'il faut regarder sur les véhicules plus finement. Je vais prendre concrètement que celui qui va travailler le matin avec sa voiture d'occasion, qui n'a pas pu changer parce qu'il n'en a pas les moyens, tant qu'on n'arrive pas à l'accompagner, ne doit pas être sanctionné. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un système alors qu'en plus, celui qui roule tout seul dans un énorme SUV et qui prend 3 places d'ailleurs, qui empêche justement nos familles et travailleurs de se garer. Vous considérez qu'un SUV est beaucoup plus polluant qu'une petite voiture. Mais je considère par exemple la taille du véhicule, voyez-vous. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un contrôle technique qui existe avec un contrôle anti-pollution? J'ai fait le mien il n'y a pas longtemps. C'est qu'aujourd'hui, il y a une mesure quand même de la pollution qui est faite sur les véhicules. Allez, on laisse parler Benjamin Lucas un instant. La taille des véhicules, les constructeurs ont augmenté considérablement les tailles des véhicules. Ça pose plein de problèmes dans les zones urbaines parce qu'on se gare dans des villes comme Paris qui ont été quand même conçues il y a quelques décennies, quelques siècles. Les rues ne sont pas adaptées à ces véhicules énormes. Vous proposez quoi? Qu'on soit comme aux États-Unis, qu'on puisse rentrer en Hummer, rue de l'Université. C'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut. Moi, je vais vous parler des problèmes concrets des gens qui veulent se garer. On ne peut pas se garer à Paris. Le problème principal aujourd'hui. Mais non, madame, pardon, une politique de santé. Vous allez mettre en place une sorte de passe ZFE. D'ailleurs, c'est en cours à Paris, qui va être bureaucratique. On va avoir les cas et les sous-cas. Et en fonction des cas et des sous-cas. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous critiquiez un système. Pardonnez-moi, je reprends la main un instant. Vous critiquiez un système qui, si c'est vrai, avec les dérogations possibles, les aménagements laissés aux villes, étaient assez complexes. En plus, tout était fonction du nombre d'émissions. C'était le cas actuel. Là, les choses sont beaucoup plus simples, puisque la commune va reprendre la main. Si elle ne veut pas de ZFE, elle n'en fait pas. Je ne vois pas en quoi ça ne peut pas vous satisfaire. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est illusoire. C'est-à-dire que pourquoi on devrait interdire l'accès à certaines agglomérations, à certaines zones urbaines, au nom d'un pic de pollution donc vous bataillerez contre Paris et Lyon jusqu'au bout. Si, c'est mesurable. Mais la pollution, c'est mesurable. À la main des maires. Mais c'est terrible. C'est votre parti qui a fait la charte de l'environnement. C'est le président Chirac qui a inscrit dans la Constitution la charte de l'environnement. Et vous nous dites qu'on ne peut pas mesurer la pollution. Vous vous rendez compte de la dérive pas tous en même temps, parce qu'on ne peut pas vous entendre. Vous êtes inaudible. Vous parlez l'un sur l'autre, ça ne marche pas. Vous diffusez là, c'est Jacques Chirac qui a mis la charte de l'environnement, la Constitution, et c'est moi qui vais faire le chiracien ce soir. Mais moi j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une compétence municipale. D'accord. Alors, la bureaucratie. S'il vous plaît. Je pose une question. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est faux. Je pose une question double. Un, êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a un problème aujourd'hui de pollution de l'air et qu'on a des gamins dont les poumons sont bousillés par la pollution de l'air? Et donc deux, quelle est votre proposition pour réduire cette pollution de l'air dans les zones urbaines? Ça m'intéresse. La réalité, c'est que les zones à faible émission sont
est une mesure de ségrégation. En tout cas, nos téléspectateurs ont bien compris. Très clairement, merci. de mettre fin à Merci, je vais vous donner le mot de la fin. Merci beaucoup. Rien du tout. C'est très clair. En tout cas, c'est devenu un objet politique, ces 3 lettres. Et donner de l'air aux Français. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut boire directement les pesticides. Les téléspectateurs qui nous regardent se demandent quelles sont les alternatives. Il y a moins d'argent dans les caisses, donc les accompagnements pour ceux qui ont des véhicules polluants ne sont pas assez importants. Mais à l'avenir, c'est quoi? Quand on aura un peu de perspective, c'est du transport public. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans un temps où en commun à la campagne, la donne économique sera différente. Sur la question de la décarbonation, effectivement, il faut avancer sur la question de transport. Et sur le transport dans les zones rurales, et je voudrais quand même réconcilier. C'est le mot de la fin. Dans les zones rurales, je suis sur une zone rurale, on peut avoir des voitures et évidemment d'aller sur des voitures plus propres et de pouvoir les accompagner. Des voitures plus propres, c'est des voitures plus petites aussi et qui soient adaptées à nos besoins. Développer le transport ferré et tout cela doit avancer. La question de l'industrie également, décarboner l'industrie et les industriels doivent poursuivre leurs efforts. Ils nous ont fait part du prix de l'énergie qui leur vous êtes tous d'accord là-dessus de basculer. Donc ça, il faut l'accompagner. Mais il faut qu'on garde, en fait, il faut qu'on lutte contre ce déni de ce qui est en train de se passer. C'est pas parce que c'est pas la municipalité qui mesure le pic qu'il n'existe pas. La pollution, elle est là. Elle a un coût que la proposition du gouvernement, c'est de dire aux maires d'arbitrer. Allez, on repart pas, s'il vous plaît. Elle a un coût social pour la France et pour les Français. Allez, merci. Une phrase. Rapidement, parce que sinon on prend du temps sur votre livre. Je regrette aussi que les responsables politiques, quels qu'ils soient, ne mettent pas davantage l'accent sur les bonnes nouvelles. Parce que, par exemple, il y a eu une bonne nouvelle hier ou avant-hier, qui est que la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée, non seulement à Paris, mais dans toute la région Île-de-France. C'est pas grâce à vous devriez applaudir tous les quatre. C'est une réalité d'ailleurs que certains imputent aux ZFE. C'est effectivement une bonne nouvelle. Merci. Et il y a un plan et qu'il avance. Oui, cette planification continue. Et Air Paris a communiqué ces chiffres. Grâce à tout le monde, il ne faut pas pointer tel ou tel. J'ai dit les collectivités, il y en a de droite. On s'arrête là. L'heure de vérité sur les ZFE, c'est sans doute demain dans l'hémicycle, ou si vous n'arrivez pas à cet article reporté au 28 avril après les vacances parlementaires. On s'arrête là. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCP. Et on va parler à présent de la photo. Patrice Duhamel, un cliché qui à lui seul aurait pu faire basculer l'histoire de la Ve République. On est à l'automne 1942. 3 mois après la rafle du Veldiv, le maréchal Pétain pose aux côtés d'un jeune fonctionnaire. Il s'appelle François Mitterrand. L'invitation de Marco Pommier tout de suite. Interview juste après. Si on vous invite, Patrice Duhamel, c'est pour plonger dans l'histoire méconnue d'une photographie. Un cliché immortalisant cette rencontre entre le maréchal Pétain et François Mitterrand, alors âgé de 26 ans. Nous sommes le 15 octobre 1942, à Vichy, 3 mois après la rafle du Veldiv et la promulgation des lois anti-juives. Une image restée secrète pendant 52 ans. Une photo qui, révélée au grand jour au soir de la Libération, au lendemain de la guerre ou dans les années et décennies qui suivirent, aurait assurément bouleversé le cours de la Ve République. Un document suffisamment troublant pour que vous enquêtiez, Patrice Duhamel, vous, le fin connaisseur de la Ve République, éditorialiste politique, ancien directeur général de Radio France et de France Télévisions. À la question « Comment cette photo est-elle restée aussi longtemps dans l'ombre ?», vous répondez « Du fait du silence des adversaires politiques de François Mitterrand, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac en passant par Valéry Giscard d'Estaing. 3 présidents, un Premier ministre et plusieurs ministres l'ont eu entre les mains. Pourtant, jamais ils ne l'ont utilisé comme une arme politique. » Non, n'insistez pas. Il ne faut pas porter atteinte à la fonction, dans le cas où il viendrait à l'occuper. Pas de boule puante en politique. Ce ne serait pas convenable. De l'ombre à la lumière, le cliché interdit finira par être révélé en 1994 dans un livre du journaliste Pierre Péan. Polémique, onde de choc dans l'opinion publique et dans le camp socialiste. En fin de mandat, François Mitterrand, malade, accepte une interview confession face à Jean-Pierre Elkabbach. Vous allez après à Vichy? Oui. Et pourquoi, alors qu'il y a le gouvernement de capitulation, qu'il y a eu les lois anti-juives, vous allez à Vichy? Pourquoi vous n'allez pas à Londres ou à Alger? Je vous pose la question. On oublie toujours que pendant toute cette période-là, j'étais prisonnier en Allemagne. C'était à 100 lieues de connaître ces choses-là.
Sincèrement pétainiste, puis sincèrement résistant, c'est votre conclusion, Patrice Duhamel, symbolisant toute l'ambiguïté de l'ancien président socialiste sur son passé. Cette photographie n'a pas encore livré tous ses secrets. Alors on va repartir de cette photo. 15 octobre 1942, on est à l'hôtel du Parc à Vichy. Le QG de Pétain. Le maréchal est au pouvoir depuis 2 ans. Qui est, à cette époque-là précisément, ce Mitterrand de 26 ans qui le regarde assez respectueusement? Alors, François Mitterrand est arrivé à Vichy à la mi-janvier 1942, donc en octobre, il est là depuis une dizaine de mois. Il a d'abord été un fonctionnaire, il a fait de la documentation, etc. Puis rapidement, il s'est occupé des prisonniers. Il était lui-même un ancien prisonnier. Le Stalag en Allemagne. Il avait été fait prisonnier en juin 1940, quand il était sergent. Il a fait 2 tentatives d'évasion ratées et une 3e qui a réussi, très courageuse d'ailleurs. Et puis ensuite, il a l'itinéraire, il passe la ligne de démarcation, il va voir sa famille à Jarnac et il arrive à Vichy. C'est la question de Jean-Pierre Elkabbach et c'est une première bonne question parce que d'autres sont allés à Londres, voilà. 3 mois après les lois anti-juives, le statut des Juifs. Plus de 3 mois après les lois anti-juives, parce que les lois anti-juives, les premières, c'est 40-41. Il ne peut pas méconnaître ce que fait le régime de Vichy quand il est là face à Pétain. Alors, ça, on le sait aujourd'hui. Quand il dit j'étais prisonnier, je ne savais pas, c'est plausible. Quand il dit au moment de la photo, en octobre 1942, je ne connaissais pas les lois anti-juives, c'est quand même très peu plausible. D'ailleurs, il dit les juifs étrangers, les lois, c'était des lois contre les juifs en général. Oui, il a cette thèse de dire que Pétain aurait sauvé les juifs français, c'est très moindre mal. C'est cette thèse qu'on a retrouvée près dans la bouche d'un Éric Zemmour, par exemple. Oui, mais qui vient d'être condamné d'ailleurs pour avoir dit que Pétain avait sauvé des familles juives. Voilà. Mais c'est là toute l'ambiguïté. Il est jeune, il a 26 ans. Il est déjà charismatique, ambitieux, cultivé. Quand il arrive quelque part, tout le monde se tait. Enfin, je veux dire, il y a déjà un peu du François Mitterrand des décennies qui vont suivre. Mais il sera quand même décoré par Pétain. Il sera décoré avec la Francisque. En 1943, avec 2 parrains, parce que pour avoir la Francisque, il faut avoir 2 parrains, avec 2 parrains qui sont quand même, eux, dans le premier cercle de Pétain. L'un est sous forme d'attaché de presse, et l'autre a même été à un très haut niveau de la Cagoule, une organisation d'extrême droite fascisante et militarisée, etc., à la fin des années 30. Donc c'est la période taboue, cette photo de François Mitterrand. Et cette phrase, moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand j'ai tout relu. Cette photo m'a saisi, hein, comme beaucoup de gens. Et je connaissais la Francisque, etc., comme un peu tout le monde, mais je ne connaissais pas la photo, comme personne ne la connaissait. Hein, mais vous aviez entendu parler d'un document explosif. J'avais entendu parler d'une bombe politique contre Mitterrand à la fin des années 70. Et en réalité, je pensais que c'était la fille cachée de François Mitterrand. Je pensais que c'était Mazarine, qui était née fin 74. Eh bien non, c'était cette photo. Donc, lui-même, François Mitterrand, il sait qu'il existe ce cliché. Alors, c'est fait partie du romanesque de l'affaire, c'est qu'il sait que la photo a été prise, mais il ne sait pas que De Gaulle, Pompidou, Giscard et Chirac 86-88. Chirac, j'ai un petit doute. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'en parler, j'ai un petit doute. On y vient. Voilà. On commence avec le général De Gaulle. En 69, il fait une phrase extraordinaire qu'il écrit, donc on sait avec quel soin François Mitterrand écrivait. Et dans un livre qui s'appelait Ma part de vérité, il écrit... entre guillemets, cette phrase est tellement incroyable, je la connais par cœur, rentré en France, donc après son évasion, virgule, je devins résistant, virgule, sans problème déchirant, fermez les guillemets. Les 360 jours à Vichy... 360 jours. Il n'en parle pas. Il n'existe pas. Ça, c'est d'ailleurs extrêmement surprenant de la part de quelqu'un aussi brillant, intelligent, ambitieux, parce que il pouvait quand même difficilement imaginer, je ne parle même pas seulement de la photo, mais que l'ensemble de ce parcours ne serait pas révélé. Alors, on y vient. Les présidents. Comment va-t-elle tomber dans les mains du général de Gaulle, cette photo? Alors, c'est le ministre de l'Intérieur du général de Gaulle, Roger Frey, qui récupère la photo, qui est
j'étais chez un collectionneur de photos de cette période et qui était arrivé à un sous-préfet du Var. Et Roger Frey voilà, la montre à ses amis gaullistes qui décident, ce qui n'est pas une surprise, c'est au général de décider ce qu'on en fait, 10 jours avant la mise en ballotage de Gaulle par François Mitterrand en 65. En 1965. Et que décide-t-il et pourquoi? Et là, de Gaulle dit 3 choses. 1, Mitterrand est une arsouille. Alors c'est de l'argot, ça veut dire un voyou. 2, je ne ferai pas la politique des boules puantes. Et 3, cette phrase extraordinaire que vous avez montrée à juste titre dans votre sujet. Imaginez qu'un jour François Mitterrand soit président de la République. Je ne veux pas affaiblir la fonction présidentielle. Donc la décision, quand De Gaulle décidait quelque chose, c'était la foudre. C'est ça l'argument principal. Il sentait qu'il avait le potentiel d'être élu président, ou c'est pas rouvrir les blessures du passé? Je crois un des intérêts de toute cette enquête, c'est qu'on voit que sur De Gaulle, il méprisait profondément Mitterrand sur son parcours et sur ses fluctuations idéologiques venant de la droite et extrême droite jusqu'à... alors, il était moins à gauche en 65 qu'il ne l'est en 81, mais enfin, quand même, il y a tout ce parcours. Mais en même temps, François Mitterrand l'intrigue. Et de dire, imaginez qu'un jour il soit président, ça veut dire ça. Après, donc, De Gaulle crée une jurisprudence. Cette photo existe, on ne la montre pas, elle reste au secret. C'est la jurisprudence de Gaulle. C'est la jurisprudence de Gaulle. Photo. Qui est sur la personnalité de François Mitterrand, mais qui est surtout sur on ne fait rien pour rediviser la France, pour ouvrir les plaies. C'était la stratégie de De Gaulle depuis 1945. Alors on avance. Pompidou, lui, n'a pas de passé de résistant. Il n'en fera rien non plus. Et il la montre à Chirac, quelques mois avant les législatives de 1973, qui s'annoncent éventuellement difficiles pour la majorité de l'époque. Donc il se pose la question de savoir s'il va utiliser cette photo. Il fait venir Chirac parce qu'il veut un témoin et qu'il lui fait confiance. Il prend la photo et il dit à Chirac, vous voyez, avec ce genre de document, ce qu'il faut faire avant d'avoir trop envie de s'en servir. Et il la jette au feu. Dans le feu de bois. Et pourquoi Giscard y renonce aussi? Il connaissait la photo avant sa campagne présidentielle de 1974. Avant son élection. En 1974, ce n'est pas vraiment le sujet, même si la photo arrive mystérieusement au QG, mais elle est tout de suite évacuée. En 1978, je révèle dans le livre qu'il y a un pacte secret qui se noue entre Mitterrand et Giscard à travers des rencontres entre Mitterrand et Michel Poniatowski. Oui, alors ça, quand même, quelques mots là-dessus, parce que c'est totalement une révélation voilà, dans le livre. Je suis allé voir les archives personnelles, j'ai pu voir les archives personnelles de Michel Poniatowski pour chercher quelque chose sur la photo, puisque c'est lui qui, la première fois, a montré cette photo à Giscard. Et là, je suis tombé sur ces rencontres secrètes entre Mitterrand et Poniatowski avant la très probable alternance de 1978. Et donc, il y a un pacte entre Mitterrand et Giscard de non-agression pendant cette campagne. Et Mitterrand, qui pensait gagner les élections et éventuellement, et sans doute, Premier ministre, voulait aussi s'appuyer sur Giscard pour contenir les communistes. Donc, ce sont des archives qui sont historiquement très intéressantes. Et en 81, Giscard aussi avait encore cette occasion, mais c'est Chirac, son meilleur ennemi, je renvoie au lecteur, qui va l'en empêcher, puisque ça joue aussi de savoir que son adversaire, son meilleur ennemi de l'époque, connaît la photo. Voilà, on avance sur Chirac en 88. Lui aussi aurait pu s'en servir, et c'est Charles Pasqua qui lui conseille même de le faire. Réfléchis bien, tu as ce qu'il faut dans ton tiroir. Chirac, il avait la religion de Georges Pompidou, plus encore que du général de Gaulle. À partir du moment où Pompidou avait pris cette position, Chirac, voilà. Et c'était cette phrase que ses proches et que même les Français ont souvent entendu, ce ne serait pas convenable. Il y a dans tout ça aussi la raison d'État, le sens de l'État, et toujours des décennies après, on ne refracture pas la société française. Et d'ailleurs, quand le livre de Péan va sortir avec cette 94. photo, c'est encore des vieux débats qui vont ressortir. D'ailleurs, le premier cercle mitterrandien restera un peu dans le déni. Hein. Ce sont les plus jeunes socialistes qui parleront d'un... Et Lionel Jospin, quand même, alors avec son éthique personnelle, son sens de l'État lui aussi, sans entrer dans de la polémique acharnée, mais qui mettra l'accent quand même sur les contradictions. Il a cette phrase que je ne peux pas comprendre, c'est le maintien jusque dans les années 80 des liens avec Bousquet, l'organisateur des grandes rafles. Ce secret va tenir 52 ans.
C'est ça qui est fascinant. C'est inouï. C'est ça qui m'a passionné. Alors, j'ai pas mis 30 ans à écrire ce livre, hein, depuis que la photo a été rendue publique, mais de toute cette période qui me passionne, depuis le général de Gaulle, que je n'ai pas connu, mais tous les autres, je les ai connus. Donc, ils se sont confiés, j'ai pu leur en parler aux proches de Gaulle ou de Pompidou, comme Chaban-Delmas ou Olivier Guichard, mais longtemps après, parce que le secret, il faut comprendre, c'est une génération, en plus, qui a connu le tragique de la guerre. Et donc, il y a des règles qui existent. Et on peut regretter, alors c'est aussi en creux absolument dans le livre, impossible aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, ce sens du tragique existe moins et que, mais que le sens de l'État existe peut-être un petit peu moins aussi. Et ça vous désole? Ça me désole. On le sent bien. Oui, il faut lire la photo aux éditions de l'Observatoire. Ça se lit comme un polar et c'est truffé de révélations. C'est formidable, cette idée, l'itinéraire de ce cliché. Merci. Ça dit beaucoup de l'histoire politique de la Ve République. Et ça marche très bien, manifestement. Grand démarrage en librairie. Vous restez avec moi, Patrice Duhamel. On va accueillir nos chroniqueurs à présent pour terminer. Que s'est-il passé dans les jardins du Palais Bourbon pour que la présidente soit obligée de faire plusieurs rappels à l'ordre entre hier et aujourd'hui? Et c'est notre grand angle ce soir. Grand angle ce soir avec Antoine Oberdorf. Bonsoir Antoine, merci d'être là, journaliste politique à l'opinion en charge du suivi des gauches. Et bonsoir Jean-Baptiste Daoulas, bienvenue de Libération, chargé de l'exécutif. Voici donc que des collaborateurs parlementaires d'LFI en colère décident de se rassembler dans les jardins. 3 journalistes d'un média d'extrême droite au cœur de l'agitation. Il y a même, vous allez le voir, des altercations. Retour en images sur cette journée très agitée avec Thibaut Hennock. Si nous ne sommes pas en sécurité à l'Assemblée nationale, où pourrions-nous l'être? Hier après-midi, dans les jardins de l'Assemblée, rassemblement de collaborateurs parlementaires à l'appel de la CGT. Des assistants de députés, majoritairement de gauche, sont venus dire leur colère et leur crainte après la parution d'un article les visant dans le magazine d'extrême droite Frontières. Une enquête au vitriol dans laquelle apparaissent des noms et des visages. Nous sommes menacés. Ces gens-là ne sont pas journalistes, ces gens-là n'ont rien à faire dans la maison du peuple. Un média aux pratiques décriées, dont 3 représentants se sont mêlés au rassemblement. Une présence vécue comme une provocation par les collaborateurs et certains députés qui leur demandent de quitter les lieux. Pour éviter un incident, les huissiers de l'Assemblée décident d'une évacuation. Merci pour la pub. Merci les gars. À la sortie, la tension devient politique. Un média qui publie le nom de collaborateurs pour les désigner à la vindicte populaire, est-il encore un média? Moi je réponds non. Et c'est pour ça qu'il ne doit plus être accrédité en tant que tel. Quand on commence à s'attaquer physiquement à des journalistes, on s'attaque à la liberté de la presse, on s'attaque à la démocratie. Un incident qui s'invite quelques minutes plus tard dans les débats au sein de l'hémicycle. Nous demandons des sanctions à la présidente de l'Assemblée nationale. Je demande à ce que la présidente soit saisie. Les méthodes de Frontières n'ont rien à voir avec d'autres médias et ne peuvent en rien être comparées. 2 heures plus tard, la présidente de l'Assemblée publie un communiqué. Elle y condamne les incidents et écrit « Dans l'enceinte de l'Assemblée doivent être respectées des règles de comportement. Aucune démarche pouvant s'apparenter à une mise en scène ou à des provocations, quelle qu'en soit la nature, ne saurait être tolérée. » Yael Braun-Pivet annonce en outre qu'elle enverra un courrier aux médias Frontières et que des travaux sur les règles d'accréditation seront conduits prochainement. C'est du jamais vu, ce qui s'est passé hier, Jean-Baptiste Daoulas. En fait, ça révèle un changement d'époque, finalement. On est passé de combat politique raconté par les médias à une sorte de guerre culturelle et politique multiforme, où les médias deviennent des belligérants, où les hommes politiques, ou parfois leurs assistants ou leurs collaborateurs et les militants, deviennent eux-mêmes une force de frappe médiatique à travers les réseaux sociaux. Donc on voit hier, finalement, tous ces repères brouillés. Et ça arrive vraiment de manière extrêmement aiguë. Oui. Antoine Oberdorf, l'article de Frontières épingle en une donc les collaborateurs LFI des députés. Qu'est-ce qu'il leur reproche exactement? Alors essentiellement, la plupart du temps, dans cette cartographie des collaborateurs de la France Insoumise, ce qui est pointé, c'est des liens avec des réseaux islamistes ou jugés comme tels, des organisations qui seraient liées notamment
au CCIF, vous vous souvenez de cette organisation qui avait organisé la marche contre l'islamophobie, ou globalement des liens avec les frères musulmans, etc. C'est ça qui revient le plus souvent, ainsi d'ailleurs que des liens avec des organisations écologistes radicales, comme les soulèvements de la Terre, par exemple. Donc il y a une volonté de polariser directement dans un face-à-les entre Frontières et Absolument. Eux disent, les collaborateurs, ils nous mettent une cible dans le dos parce qu'ils révèlent des données personnelles sur les collaborateurs de députés. C'est vrai ou pas? Qu'ils révèlent des données personnelles, ces données sont publiques. C'est là où l'investigation, si vous voulez, dont se revendique Frontières, touche très vite ses limites. C'est-à-dire que ces données, quiconque va sur les réseaux sociaux éplucher les murs des collaborateurs de la France Insoumise peut s'emparer de ces données. L'écueil dans lequel nous sommes, et qui était bien écrit à l'instant, c'est que moi j'ai le sentiment, si vous voulez, hier, que l'on était dans la série La fièvre d'Éric Benzekri, avec des journalistes auxquels on ne veut plus reconnaître le titre de journaliste, qui seraient devenus des influenceurs identitaires, et qui, mettant en accusation des collaborateurs, guettent immédiatement après le buzz que ça va faire avec des algorithmes qui tout d'un coup se déchaînent. Et là où c'est important, c'est qu'on a tendance à penser que les bulles de polarisation, de conflictualité qu'il y a sur les réseaux sociaux ne font pas irruption dans le réel. Or, ce qu'on voit, c'est que très concrètement, dans les jardins du Palais-Bourbon, on a des gens qui ont failli en venir aux mains, des parlementaires, des élus de la République, avec des journalistes, en tout cas qui se présentent comme tels. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Antoine. Il faut revenir sur ça, ces allers-retours entre le virtuel et le réel. Les 3 journalistes de Frontières se sont mis à filmer la scène. On a vu les images et ils avaient même donné rendez-vous à leurs internautes, à leurs followers, comme on dit en bon français, pour participer du côté derrière leur écran à cette espèce d'happening, en fait. Oui, et puis on peut même continuer le film, puisque cet après-midi, si on écoutait Europe 1, propriétaire du milliardaire Vincent Bolloré, qui roule de manière extrêmement claire pour l'accession de l'extrême droite et de l'union des droites au pouvoir, eh bien, une des journalistes était interviewée de manière extrêmement complaisante par Cyril Hanouna, et on voit à quel point, finalement, cette opération de pub qu'Antoine décrivait assez bien, eh bien, elle continue à feuilletonner comme ça, elle continue à exister, elle continue à être amplifiée, ce qui était complètement le but. Provocation des deux côtés, je le signale, parce qu'il y a la présence de Richie Thibault, dont j'ai découvert l'existence, dont le badge d'accès a été suspendu et qui rentre sans accréditation. Là, on est côté LFI, qui est-il? Richie Thibault, pour le coup, collaborateur bien connu de la France Insoumise, collaborateur de la députée Ercilia Soudé, qui s'était vu suspendre l'accès au palais parce qu'il s'était illustré dans les rues de Paris pour avoir appelé à l'intifada lors d'une manifestation pro-palestinienne. Et là, on voit, au travers du cas de Richie Thibault, au fond, la position inextricable dans laquelle se retrouve mise Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Parce qu'elle doit arbitrer entre des troubles à l'ordre public qui surgissent jusque dans l'enceinte parlementaire, et par ailleurs, le droit à manifester, en l'occurrence, de syndicats représentatifs des collaborateurs. Y compris sur le lieu de travail, donc dans l'enceinte de l'Assemblée. Et si vous voulez, il n'y a pas de bonne réponse à apporter à cela. Le piège, pour moi, l'écueil principal, et c'est peut-être cet écueil dans lequel sont tombés certains, notamment députés socialistes, qui ont voulu protéger quelque part les collaborateurs de la France Insoumise qu'ils estiment jetés en pâture. L'écueil, c'est de s'ériger en arbitre des élégances, de dire que tel journaliste, parce qu'il aurait une coloration politique ou qui serait engagé dans une croisade idéologique, ne mériterait plus le qualificatif de journaliste. L'Assemblée nationale ne peut pas devenir, si vous voulez, la Commission nationale d'octroi des cartes de presse, et pourtant, nous devons arbitrer pour que tout simplement la délibération qui se fait au quotidien dans cette enceinte puisse se poursuivre. Est-ce que la pression va retomber? On a compris qu'Yaël Braun-Pivet avait un peu distribué les mauvais points des deux côtés. Est-ce que ça peut se reproduire, ce genre de scène? Là, je pense qu'on a franchi un palier, donc on voit mal comment ça pourrait ne pas se reproduire, puisqu'il y a une importation de codes qu'on voyait davantage plutôt dans des amphis, des côtés un peu agitprops, qui maintenant sont importés à l'Assemblée nationale. On ne voit pas tellement, vu comme les positions sont aiguës, comment ça peut s'arrêter. En revanche, il y a finalement, effectivement, je suis d'accord avec Antoine quand il dit qu'il n'y a pas de réponse facile à apporter, mais on peut même répondre peut-être avec une question. À qui profite la bordélisation, finalement? La bordélisation, elle profite à qui? Est-ce que c'est aux partis
qui joue le jeu démocratique des élections. Si l'Assemblée nationale ne peut plus fonctionner correctement, si les débats sont interrompus comme hier, si les journalistes ne peuvent plus les couvrir correctement, qui est-ce qui en profite? Vous avez une réponse? Je crois qu'on poser la question. Le Rassemblement national. Quel regard vous portez sur cet épisode et ce qu'il signifie politiquement? Je pense que cette image c'était hier, du 9 avril, j'en avais eu une rapidement, mais j'étais quand même impressionné hier après-midi, parce que j'ai vu tout à l'heure. C'est Jean-Yves Le Drian, quand il était ministre des Affaires étrangères, il avait inventé la brutalisation du monde, parlant de la géopolitique, et qui est maintenant symbolisée aussi par Trump. Là, je trouve que c'est un peu révélateur de la brutalisation c'est pas seulement la vie politique, de la vie publique. De dire, quand on voit ça, on a envie de dire bon bah on se calme, on s'apaise, etc. J'aimerais bien, hein, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, je crois que c'est malheureusement, globalement, ça révèle un climat de conflictualisation qui est quand même... Est-ce que c'est à son acmé? Je ne sais pas, mais... Surtout après voilà, la séquence Marine Le Pen, le jugement et la nécessaire exemplarité. Très rapidement, vraiment, c'est fini. Un tout petit peu de contextualisation, parce qu'il faut en ramener. Voir le RN, l'extrême droite, défendre la liberté de la presse, c'est quand même assez cocasse, quand on sait que des journalistes, notamment de Quotidien, de Mediapart, sont régulièrement exclus de leur rassemblement. Bien. La meilleure preuve de ce qu'on vient de voir et de la logique mortifère dans laquelle nous sommes enfermés, mais dont on espère sortir, c'est le mot lâché par le reporter de Frontières à la toute fin de son intervention. Merci pour la pub. Voilà, et la pub, elle se fait sur les réseaux sociaux. Eh bien, on a franchi un cap. Merci pour cet éclairage passionnant et merci à vous, Patrice Duhamel, d'être passé sur le plateau de LCP. La photo, c'est donc à lire aux éditions de l'Observatoire. Vous avez compris, c'est très recommandé. Très belle soirée. À demain.